Salut tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la relève culturelle québécoise. Cette semaine, j'ai reçu le propriétaire du studio Denise, en fait, le copropriétaire, la personne derrière la console. Elle m'envoie des doigts d'honneur parce que je ne l'ai pas mentionné. Mais dans le fond, j'ai reçu Alex Hamel, humoriste, engagé. Fait que naturellement, on a parlé de sujets pas forcément les plus funny, mais quand même pertinents. Honnêtement, c'est une discussion enrichissante qui te fait remettre en question. J'ai un peu grandi à travers cette discussion-là, puis j'espère que vous allez grandir aussi à travers ça. Si vous voulez m'encourager, vous n'avez pas à hésiter à aller sur le Patreon d'Un peu de variété. C'est 3$ audio, 5$ vidéo. C'est super de fun, c'est super facile. Vous avez accès à tous les épisodes d'avance, puis ça m'encourage vraiment beaucoup. Fait que sur ce, bon épisode. Je ne sais pas, mais parce que j'ai juste travaillé dans un AEW, fait que clairement, Ok. les chefs n'étaient pas sa poudre, comme tu sais. En même temps, j'aimerais ça. Honnêtement, l'expérience serait tellement mieux, l'expérience client. Je sais pas. Hein. Ben oui, je veux me faire servir au YW mon oncle burger par quelqu'un de complètement défoncé, qui est pas... T'es pas heureux, je pense, d'être à Ben, job. ça reflète à quel point tes conditions de travail sont bonnes si tu dois te geler tout le temps. C'est un fait. Tu sais, c'est pas... Oui. Si, écoute, en fait, témoigne, dis à ton ancien employeur, j'étais tout le temps gelé. Puis ça va juste te faire dire, hey, il faudrait que j'augmente les avantages sociaux que je donne à mes employés. Mhm. Tu sais, le domaine du recrutement, c'est dur de garder ses employés. Fait que si tu es capable d'augmenter un peu ce que tu offres, un peu... Ou tiens, à la place Des d'augmenter petits ce que bonus. vous offrez monétairement, offrez le cannabis. Offrez une ligne de cocaïne. Tu arrives à la job, tu punch in, petite ligne, pars ton chiffre à la plonge. Voilà, juste ça. Ça serait déjà un bien. petit chiffre de 15 minutes, puis après, tu as un giga down. Exactement. Ça, c'est super le fun. Faut pas que tu me reçoives puis tu me donnes une tribune. Je dis aux gens de payer leur employé puis de leur donner de la drogue. C'est Pire pas affaire. grave. Mais toi, justement, on parle du milieu de l'humour. Tu trouves-tu que depuis 2 ans, il s'est quand même pas mal cleané, ce milieu-là? Il est un peu moins toxique ou depuis la vague, ça n'a pas vraiment fait de progrès? C'est relatif sur tellement de points. Tu sais, on parle de toxicité au milieu du milieu par rapport... là, tu fais référence surtout au scandale qu'il y a eu sexuel, comme par exemple, on pense à Julien et à plein d'autres noms qui sont pas nécessairement connus du grand public qui ont chuté. Donc, on est content de voir que ça a eu un impact. Je dis je parle pour plusieurs personnes, mais il y a d'autres humoristes qui sont contre cette affaire-là, mais bref. Mais il y a tellement encore de gens, malheureusement, qui sont protégés par leur agence, par leur boîte de prod, par des médias, puis qui ont encore des tribunes, et que le grand public ne savent pas qu'en ce moment, à chaque journée, ils entendent à la radio un gars qui a agressé une femme en 2008 puis qui l'a payé un tel montant. Il y a ça en ce moment dans le milieu. Puis on parle pas juste... Là, je parle des humoristes qui ont fait des choses, mais il faut aussi qu'on pointe du doigt justement ces boîtes de production-là puis ces gens-là qui les coupent parce qu'ils font partie du problème. Il faut qu'on pointe les salles de spectacle qui sont courants. Tu sais, comme... Là, il y a eu la liste de dénonciation pendant la vague de... C'était pas la vague de MeToo, mais c'était une autre vague. Une vague de dénonciation. Une autre vague de dénonciation, pas cet été, mais l'autre d'avant. Ouais. Mais l'été avant ça, il y avait une liste qui était sortie dans le milieu. Je sais qu'il y a quelques gens qui en ont parlé sur certains podcasts, mais c'est pas tant connu. Une liste qui avait été envoyée seulement aux humoristes, aux diffuseurs. Tu l'avais reçu, toi? Oui, je l'avais reçu avec 20... c'était 20, non, je me trompe pas, des humoristes qui avaient des choses à se reprocher. Ça disait pas c'était quoi, ça disait pas vraiment, mais c'est juste, juste vous dire, ces noms-là, ils ont eu des témoignages les concernant. Et malheureusement, il n'y a eu aucune... Il n'y a rien qui a été fait vraiment pour ça. Rien. C'est pas vrai. Je sens qu'il y a eu des soirées qui ont été vraiment plus vigilants et qui ont fait attention, mais il y a beaucoup... En fait, pas mal tous les diffuseurs puis les salles de spectacle ont continué de booker ces gens-là. Puis pour avoir parlé... Il y a eu un mouvement qui a été fait, que tu as peut-être entendu parler, qui s'appelait Pour les prochaines, qui était un beau mouvement de base, qui était pour venir en aide aux femmes du milieu artistique, en humour, en télé, tout ça, qui vivaient... des choses en lien avec la culture du viol pour venir en aide à ça puis empêcher que ça se reproduise. Puis eux-mêmes, j'ai un peu été impliqué là-dedans puis j'essayais d'aller le plus possible m'informer. C'est beau ce qu'ils faisaient, mais je sens qu'eux-mêmes ne savaient pas trop par où commencer parce que on sent qu'on est plusieurs à vouloir du changement,
mais on sait pas vers qui aller, puis on sait pas qui est prêt à faire du changement dans ce milieu, puis on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde. Puis en tout cas, pas beaucoup de monde qui ont du pouvoir, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est ça qui est dur. Tu veux qu'il y ait du changement, mais au final, ceux qui ont l'argent, puis ceux qui vont donner des tribunes, eux, ils veulent pas de changement. Fait qu'on est comme pris dans quelque chose un cercle vicieux infini de « Ah, ben on va continuer de côtoyer des gens toxiques, puis je vais voir des filles pleurer dans des loges. » Fait que c'est vraiment confrontant. C'est triste. Fait que je te dirais qu'à ce niveau-là, c'est encore toxique sur plein d'autres niveaux aussi. Juste, il y a eu beaucoup de débats sur la liberté d'expression, mais... Ça, j'ai une question pour toi tantôt qui s'en vient pour toi, mais juste avancer. J'avance quelque chose, OK? Vas-y. Tu me dis si c'est faux, si ça n'a aucun sens, dis-le moi. J'ai comme le feeling que des idées comme toi, tu propages, comme des idées un peu plus, tu sais, un peu progressistes. Tu sais, ben juste, c'est même pas progressiste, c'est juste du gros bon sens. Tu sais, Exactement. Il y a un fond féministe, naturellement, parce que le progressisme, ça se dirige vers ça. Puis j'ai l'impression qu'étant donné que le milieu de l'humour, c'est dominé par des hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont très, très, très arides quand on parle de féminisme. Mais oui. Qui se referment très rapidement dès qu'ils entendent ce terme-là. Ou dès qu'une idée est ne serait-ce qu'un peu reliée au féminisme. Si tu cites quelqu'un qui fait partie de ce mouvement-là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se fermer automatiquement. Penses-tu que ça contribue pas à faire avancer les choses, que ce milieu-là soit dominé par des hommes, puis les plus puissants, c'est des hommes un peu plus âgés, donc peut-être un peu plus conservateurs sur certaines idées. Absolument. Puis au-delà du âgé, c'est connu que le milieu de l'humour, c'est un gros boys club. Tu regardes les galas. Aujourd'hui, je sens qu'il y a beaucoup... Malheureusement, ça vient de des quotas, mais on voit qu'il y a un avancement à ce niveau-là, que ce soit le moins possible juste des hommes sur les shows, mais reste que c'est encore beaucoup d'hommes qui sont à la direction de programmation. C'est juste, tu sais, le bordel, c'est un endroit que j'adore les propriétaires, mais c'est un bel exemple. Le bordel, qui est la plus grosse institution, le plus gros comedy club au Québec, c'est 6 hommes qui le possèdent. Fait que oui, absolument. Puis en plus, j'écoutais ce matin une entrevue, en fait, Judith Lucier, qui était de passage au podcast de Louis T, puis qui, je crois, a sorti ou va sortir un livre sur le cancel culture. Et c'est vraiment intéressant, l'aspect de peur de perdre ses pouvoirs. C'est un peu ça qui mène à ça. Je pense qu'il y a tellement d'hommes qui ont peur de perdre leur pouvoir, de ne plus pouvoir dire des choses, ou comme... C'est qu'il y a des hommes qui n'ont pas assez d'empathie pour la victime, mais et se voient à travers l'agresseur un peu, se voient à travers la personne problématique, se disent « Hey, ça pourrait être moi » avant de penser à la victime. Fait que ça crée des situations comme ça où est-ce qu'ils se disent « Ah, mais là, êtes-vous sûr que c'est correct? Attention... Parce que, tu sais, la plupart des commentaires qu'on voyait sur les réseaux sociaux, suite, par exemple, à Marie-Pierre Morin, à Julien Lacroix, ça a été « Ah, mais c'était juste une morsure. Ah, mais c'était juste là. Mais là, on peut plus rien dire. » Puis t'es comme « Attends, c'est plus que ça. T'as juste peur là, de perdre tes privilèges, d'avoir peur de pouvoir rien dire. On n'est pas encore là. Ça revient à la liberté d'expression, on peut plus rien dire. » Je pense que c'est beaucoup ça, des gens qui ont peur de perdre leur pouvoir, qui ont peur de se sentir moins puissants. Mais je sais... Je comprends pas, parce que si ton boucher t'apprenait qu'il était pédophile, tu irais plus à sa boucherie. Exactement. Mais Michael Jackson, tu l'écoutes pareil. Mm-hmm. Comme... Il y a un manque de... Il y a un gros manque de bon sens, puis je sais pas, il y a un gros manque d'écoute, surtout, tu sais. Tantôt, je mentionnais vite fait, mais ça m'est arrivé à quelques occasions de voir... C'est surtout là, à ce moment-là, je pense que je suis peut-être devenu plus impliqué dans mon milieu, où est-ce que j'ai vu des femmes pour qui j'avais beaucoup de respect en travers de l'humour pleurer dans des loges parce qu'ils étaient sur le même pacing que des gens qui leur ont fait du mal ou qui juste, ils les intimident beaucoup. Puis c'est là que t'es comme, OK, il y a un gros problème, puis ces femmes-là se font pas beaucoup entendre, ils n'ont pas beaucoup de tribunes. Puis c'est là qu'on arrive à qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je veux des solutions, puis je trouve ça plate de sentir que c'est des gens comme moi ou des gens qui arrivent nouvellement dans le milieu qui essaient de trouver des solutions et non pas ceux qui sont à la tête, ceux qui sont là depuis longtemps, justement, ceux qui ont grandi dans un climat toxique, qui devraient être au coin, devraient voir ça. Mais je pense qu'au lieu de voir les choses négatives, pour eux ça a juste été normalisé. Puis ils cherchent pas à changer la roue de bord. C'est ça qui est très confrontant. Mais je vois déjà qu'il y a du changement. On voit qu'il y a beaucoup de soirées
qu'on peut considérer woke. Pour moi, c'est péjoratif, ce terme-là. Woke, en passant, les gens qui écoutent ça, ils sont comme « Est-ce woke? » Ça veut juste dire que t'es éveillé. Ben c'est ça, prends On s'entend que c'est mieux d'être éveillé que d'être endormi. C'est ça, tape woke sur Google, la définition de ce terme-là, c'est « est conscient des enjeux qui l'entourent ». Moi, je trouve ça très bien de conscient de ça. Puis il y a beaucoup de soirées, comme là, il y a les shows, le Women's Planning Show que tu as peut-être vu passer, que c'est un show que c'est seulement des femmes. J'ai une amie qui a participé à ça. J'ai pas pu y participer. C'est vraiment des... par contre. J'ai pas eu la chance en plus d'y aller encore, mais c'est vraiment des beaux pacings. Puis je suis sûr que ça doit être des super bons shows. Zach Poitras qui fait des soirées aussi très LGBTQ+. Il y a comme... Je vois ça qui s'installe dans le milieu tranquillement, qui, j'imagine, fait peut-être peur aux plus vieux humoristes, aux plus vieux hommes blancs. Mais c'est que je comprends pas pourquoi ça fait peur à ces gens-là, mais que moi, qui est aussi un homme blanc hétérosexuel, ça me fait pas peur. Je suis comme... Faut qu'on ait des discussions, là. Faut qu'on s'assied autour d'une table, qu'on vous prenne par la main puis qu'on vous explique que vous n'allez pas tout perdre. Là. Inquiétez-vous pas, vous allez encore en vendre des billets puis ça va bien aller en région, les gens vont encore rire. Puis en plus, tu sais... Oh man, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que, mettons, toi et moi, ça me fait pas peur, tu sais, qu'il y a du monde trans, qu'il y a des podcasts, ça me fait pas peur que j'invite des artistes féministes, ça me fait pas peur. Pourquoi est-ce que ça fait autant peur à Richard Martineau qu'on dise quelque chose de pas cool? As-tu suivi la saga Patrick Bruel puis Safia? La saga Safia Star Academy. Pour les gens qui n'ont pas suivi ça, dans le fond, à Star Academy, il y a une candidate qui a parlé qu'elle a vécu de la violence sexuelle, des agressions. Je résume de même, j'ai pas l'article devant mes yeux, ça se peut que je me trompe aussi. Mais dans le fond, elle a vécu quelque chose de pas cool à caractère sexuel. Puis là, quelques semaines plus tard, Star Academy a décidé d'inviter un artiste que j'ai dit Patrick Bruel, mais si ça se trouve, c'est pas ça le nom, je me suis peut-être trompé. Non, mais il me semble que c'est bien Patrick Bruel, ouais. Puis lui, dans le passé, malgré le fait qu'il n'ait pas été reconnu coupable, il a quand même eu plusieurs accusations de faire des trucs pas cool au niveau sexuel. Puis là, à un moment donné, ils ont eu l'idée de les faire chanter les deux sur la même tune, me semble. Puis là, Safia Nolin est montée au créneau contre ça. Elle a juste fait une story et s'en est suivi des menaces de mort. C'est pas mal ça, je pense, ce qui s'est passé. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ben, tu sais, premièrement, il y a plusieurs affaires que tu viens de dire qui sont très wrong. Bon, les menaces de mort, oui, ça c'est quelque chose qu'on pourrait parler pendant des heures juste du cas à Safia qui malheureusement reçoit encore beaucoup trop de haine. Puis le pire, c'est que, je vais le dire, ça n'a aucun bon sens, ce pacing-là. Je vais jamais avoir autant de hate que Safia. Bon, certains diront que c'est parce que j'ai pas la tribune qu'elle a non plus, mais je pense que si j'avais la tribune de Safia puis j'avais dit ça, je pense pas que je me serais autant fait rentrer dedans que Safia. Non, absolument, c'est ça. Comme en ce moment, Safia elle a comme cette aura-là de personnes sur qui on peut facilement bâcher et envoyer de la haine parce que, je sais pas, c'est weird la vision que certaines personnes ont d'elle, mais de base, l'événement en soi est très wrong de juste mettre quelqu'un qui a des accusations contre lui, faire « Hey, ça va être notre tête d'affiche pour cette émission de Star Academy, il va être là ». C'est très weird. Puis, tu sais, tantôt, je parlais justement de... Faut qu'on pointe aussi les producteurs puis les médias qui mettent de l'avant ces choses-là. Bien, ici, c'est un cas, puis malheureusement, tu sais, là, je fais attention à ce que je dis parce que c'est quand même un producteur de show d'humour, puis c'est ça qui est étonnant. J'ai envie de partir des fois puis de donner mon opinion sur certains trucs qui me fâchent, mais comme plusieurs autres humoristes ou gens dans le milieu, on se retient de dire des choses par peur de perdre des tribunes ou de se faire bloquer puis que ça ralentit notre carrière. Mais tu sais, ce que j'allais dire, c'est par exemple, Québécois, à plusieurs moments, ont endossé des choses qui, je trouve, va complètement à l'encontre de... Tu sais, que ce soit endosser le retour de Marie-Pierre Morin avec Charles Lafortune, que ce soit, à un moment donné, ils avaient reçu... c'était Elisabeth Rioux, je ne me trompe pas, en entrevue, où est-ce qu'il la victime shamait, je ne m'abuse. Ensuite de ça, ils ont donné une tribune à Cube Radio à un humoriste qui avait été dénoncé pour des comportements problématiques pour que lui s'explique et non pas recevoir une victime. Tu sais, c'est plusieurs petits trucs comme ça qu'on est comme « Ah ouais, mais là, ça serait bien qu'on jase un petit peu puis qu'on prenne les choses en main parce que ça va pas. » là. Fait que c'est ça, cette affaire-là, ils ont du pouvoir puis ils donnent des tribunes puis il n'y a rien qui avance. Là, si ce podcast-là, les gens vont l'écouter. S'ils vont pas bien, ils vont vouloir se gonner. Je m'excuse à vous autres. Mais non, le milieu, pour revenir à la question initiale,
Je sens pas qu'il y a eu tant de changements. Je sens qu'il y a eu une prise de conscience. Je sens que plusieurs personnes sont conscients, mais pas les bonnes personnes, pas ceux qui ont le pouvoir. T'as-tu le feeling que les gens qui étaient problématiques, soudainement, une fois de temps en temps, ils sont comme « Oh, faut que je fasse attention. » Puis ils sont plus calmes. Puis... Mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ouais, non, c'est pas pour les bonnes raisons. Au lieu de faire un changement, ils se disent juste « Ah, je vais être calme à soir. » Ouais. Ça fonctionne pas de même. Tu peux pas juste faire un changement occasionnel pour préserver ton image. Ça marche peut-être, mais on s'entend. Tu laisses pas... Moi, être une fille humoriste, je veux pas me retrouver tout seul avec ce gars-là. Même si, occasionnellement, il fait des changements. Je veux pas me retrouver tout seul avec ce gars-là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on l'a vu avec le cas de Julien, par exemple, que c'est des choses très lourdes qui se sont passées avec lui, mais c'est des choses qui demandent beaucoup d'introspection, beaucoup de travail. Puis on l'a vu avec, je sais pas si tu avais vu l'entrevue qu'il a accordée au Devoir il y a quelques mois, que c'était un gros désastre. Depuis qu'il était papa, c'est ça? Ouais, puis il a refait une sortie publique après c'était une entrevue de comme 45 minutes qui décrit son cheminement, tout ça. Et tu vois que c'est vraiment basé sur... Je veux recommencer à faire des shows. Exactement. Ça me manquait trop de faire des jokes mauvaises. Ça me être méchant. Exactement. Puis plus sur je vais faire un cheminement pour moi et non pas pour les gens que j'ai blessés. C'était beaucoup ça qu'on ressentait. Puis c'est là qu'on voit que, hey, ça fait quand même au-dessus d'un an que tu es parti du milieu puis tu es juste rendu là. OK, ben ça demande beaucoup d'introspection, ce genre d'affaires-là. C'est pas normal que des gens partent un petit bout de temps puis qu'on les reprenne quand ils reviennent. Puis on va, hey, c'est correct. C'est comme un couple qui brise. Parce qu'un des partenaires va pas bien. Il part faire de la thérapie pendant 1 mois, puis il revient comme si de rien n'était, puis il est comme, là, je me sens bien. Mais il est beaucoup trop tôt pour... Comme, tu peux dire que tu vas bien, mais qu'est-ce qui me dit que derrière ce tout va bien se cache pas des intérêts puis des désirs qui dictent tes décisions? C'est ça, ben oui, c'est ça, il y a beaucoup... C'est tough de saisir la nuance quand on parle à des gens qui sont en thérapie, par exemple, pour des comportements problématiques ou peu importe, entre est-ce qu'en ce moment, il est vraiment dans une introspection, est-ce qu'il fait ça pour lui ou est-ce qu'il fait ça vraiment pour du changement, est-ce qu'il est vraiment... C'est compliqué. Est-ce que tu fais de l'introspection pour vouloir évoluer en tant qu'humain ou tu veux juste revenir à l'état initial? Exact, c'est ça la question. Tu vas jamais revenir à l'état initial. Jamais Julien Lacroix il va retrouver le degré de popularité qu'il avait. Ben, j'espère pas en tout cas. Mais, tu sais, pourquoi vouloir retourner en arrière? C'est juste de progresser. Mais c'est parce que tu te rends compte après... Dans le cas de Julien, c'est probablement parce qu'il se rend compte à quel point il y avait du privilège, puis qu'il était chanceux, puis que... il y avait un plateau d'argent, mais comme shiny, comme peu de gens l'avaient. Puis là, il veut juste le récupérer, mais là, il y a un plateau rouillé pour l'instant. Mais tu sais, je trouve que ça démontre bien aussi, tu parlais de à quel point le milieu est encore toxique. Ben de base, être dans l'œil du public est toxique. Avoir une tribune est toxique. Surtout l'humour est tellement quelque chose de pas bon pour l'ego. Et je suis vraiment heureux d'en être conscient puis de me tenir avec des gens qui sont conscients de ça, que... Tu sais, tu montes sur une scène, tu parles de toi, de tes problèmes, tu parles de ce qui t'habite, tu dis ce que tu veux. Et il y a des gens qui viennent te voir, qui payent pour te voir, ils applaudissent ce que tu dis, puis après le show, ils viennent te voir, ils te félicitent, ils te disent bravo, nanana, puis là, après ça, t'es partout grâce à ça, t'as des tribunes, on te paye vraiment cher, là, t'as des sponsors, tu fais plein d'affaires weird qu'aucune autre personne fait, comme « Hey, je m'en vais faire la parapente avec Patrice Bélanger à sucré-salé ». Il y a quelque chose de vraiment psychédélique et bizarre dans le star system et juste dans le milieu des arts en ce moment qui fait que c'est pas simple pour les gars, tu peux pas sortir de là puis être 100% terre à terre. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu sois bien entouré. Puis je pense que ces gens-là, malheureusement, étaient pas bien entourés. Tu sais, comme on a parlé de Julien puis Marie-Pierre, je suis pas dire que je suis certain à 100% de ce que j'avance, mais je crois que c'est 2 personnes qui étaient souvent ensemble et qui travaillent beaucoup ensemble sur plusieurs affaires. Puis, ben, je te rappelle quand même que pour 2020, c'était eux qui organisaient l'après-balle. C'est donc à ça que je pensais, oui. Puis il y a d'autres gens aussi qui ont été dénoncés. Que je suis comme, ah, c'est étrange, lui, t'es ami avec lui, nanana, nanana. Fait qu'il y a des liens qui se font m'emmener. Puis t'es comme, ouais, c'est important de faire attention à qui tu tiens, puis de te refaire remettre en question, puis de te faire shaker. Comme, ça se peut que tu l'échappes, ça se peut que ça dérape, que la tête t'enfle à m'emmener, que tu sors. J'ai des amis que, quand j'ai commencé en humour, ça fait seulement 3 ans que je fais ça, mais que quand j'ai commencé, il était personne, puis qu'entre-temps, je les ai vus faire un gala,
j'étais content pour eux, mais là, je les vois sortir là avec la tête un peu enflée. Puis c'est important de se faire checker et de faire « Hey, reste toi-même, attention » ou « Hey, là, je trouve que tu l'échappes, t'as trop d'ego, ça peut déraper, ta consommation, comment tu parles aux filles. » C'est important de se faire checker et être bien entouré. Puis je pense que ces gens-là ne l'étaient pas nécessairement. Ou s'ils l'étaient... Je pense que c'est une ascension sociale que tu vis quand tu atteins un certain degré de popularité. Tu sais, une ascension sociale, ça, c'est que tu montes de classe, entre guillemets. C'est la seule façon, dans tous mes cours, on m'a tout le temps dit, tu peux pas vraiment changer de classe, parce que ton background va tout le temps te ramener à une classe. Fait que t'as beau être super riche, super populaire, si t'as été élevé comme un tout croche, tu vas pareil être un tout croche. Puis tu sais, la seule chose qui peut changer ta classe, c'est ton éducation. Mais il n'y a pas d'éducation pour comment gérer la popularité. C'est juste, fais du mieux que tu peux, good luck, parce que les gens qui sont super populaires, les gens qui percent en humour, c'est rarement les plus populaires à l'école secondaire, mettons. Puis tu sais, tu parles d'éducation, mais justement, le background joue beaucoup sur le comportement de ces gens-là, comme il y a beaucoup de gens qui, par exemple... Qui ont un manque affectif, clairement. Exact. Ou avant d'être humoriste, par exemple, quand ils étaient plus jeunes, au secondaire, au cégep, se faisaient beaucoup intimider. Puis là, pour la première fois, ben, hey, c'est eux qui ont le pouvoir entre les mains, c'est eux qui parlent à des gens, puis là, c'est eux autres qui ont du pouvoir. C'est comme... C'est pas bon pour rester sain, selon moi. Fait que... Ouais, c'est très bizarre. C'est comme tu dis, c'est une ascension sociale. C'est bizarre. Comme... Je pense pas que l'humain est fait pour avoir une tribune de base. C'est la pire... Ben... Non, c'est pas vrai. L'humain n'est pas fait pour avoir trop de pouvoir et d'influence sur des générations, parce que ça aussi qui rentre en jeu. Les gens qu'on a mentionnés, qui ont été pointés du doigt, il y avait une influence sur des jeunes, des centaines de milliers de jeunes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Puis là, ils voient ça, puis... Tout ça est très spécial. Tu sais que t'es trop connu quand il y a des enfants qui sont comme « Moi, je veux être comme Marie-Pierre Morin », puis t'es comme... Exactement. Hey, tu sais pas ce qu'elle fait dans la vraie vie, elle, hein? Et mon chum, je comprends tellement pas comment ces gens-là sont à l'aise que les jeunes... Moi, dans ma vie, je me suis fait reconnaître, je pense, 3 fois en tout, que c'est à cause de TikTok. Et les 3 fois, c'est des gens jeunes. Et je suis tellement pas bien à chaque fois. Je suis comme, OK, toi, tu consommes... OK, ben là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et là, il y a des jeunes qui m'écoutent. Puis c'est quelque chose, des fois, qui comme apprend en considération. Puis quand tu fais pour vivre en disant, il y a des jeunes qui me suivent, que je suis leur idole... C'est weird. Puis honnêtement, je m'estime chanceux qu'à chaque fois que je me sois fait reconnaître, c'était soit par du monde de mon âge ou par des fans de musique qui ont juste tombé sur un épisode de mon podcast. Tu sais, je m'estime tellement chanceux de ne pas encore avoir segmenté une population jeune. Puis je pense pas que ce podcast-là risque de toucher... je pense pas qu'à la fin de ce podcast-là, il va y avoir des enfants qui vont vouloir devenir moi. Ben peut-être. Puis peut-être, ben, ils vont vouloir devenir un gars qui se cherche puis qui essaie d'élaborer un propos de façon nuancée. Ben c'est puis bien. C'est un modèle de fun, mais c'est pas glamour pantoute. C'est tellement mieux de vouloir devenir Caitlyn dans OD. Puis t'es comme, ouais, mais Caitlyn, tu sais, je suis pas sûr. Comme, tu t'as connais pas derrière les caméras. Tu le sais pas. Je sais pas. Ça me fait bizarre. À chaque fois que j'avais une collègue de job qui me disait, ah, moi je vais être comme Marie-Pierre Morin, mais sans les agressions sexuelles. Puis je suis comme, fait que tu veux sucer un gars OD. C'est ça que tu me dis. C'est comme, ça fait partie du parcours. C'est comme... Ouais. Tu sais, si tu veux atteindre un tel niveau de popularité, faut que tu fasses avec, entre guillemets, pas vraiment de talent. Il faut que tu fasses... Mais c'est ça qui tu passes weird, par une tribune, puis une fois que tu es passé par cette tribune-là, il faut vraiment que tu sois chanceuse. Parce que on le sait qu'il y en a des personnalités de télé-réalité qui ont juste disparu, puis c'est bien correct. Je pense pas qu'il y aurait eu un impact sur la société si grand. Mais il n'empêche, il faut que tu sois chanceux si tu veux que ta carrière explose comme ça. Ben, je pense qu'il faut surtout que tu sois pertinent puis que tu aies quelque chose à dire ou que tu aies vraiment une belle personnalité. Comme, tu sais, beaucoup des gens qui ont participé à une télé-réalité qui sont connus du grand public en ce moment, c'est parce qu'il y avait une grosse personnalité, que tout le monde s'attachait et tout ça, mais qu'il n'y avait pas nécessairement des propos, des choses à dire. Tandis que aussi de l'autre côté, il y en a qui sont sortis de là, comme par exemple, là, je pense à Jessie Nadeau qui est très active sur les réseaux sociaux puis qui prend souvent position sur des sujets que t'es comme, hey, c'est le fun. Elle ressort de là, puis c'est la tribune, elle l'utilise pour avoir des propos. C'est là qu'il y a une différence entre les deux, de comme, OK, tu vas chercher une tribune, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que... Je sais pas, en tant que société, il faut qu'on se pose plus de questions sur à qui on veut accorder ces tribunes-là, qui qu'on veut écouter, qui qu'on veut que nos jeunes suivent sur les réseaux sociaux. En même temps, le choix, au final, appartient aux jeunes, mais je pense que les parents aussi doivent être conscientisés là-dessus et prendre le temps d'avoir des discussions avec leurs enfants. Puis trop souvent, j'ai l'impression que maintenant, les parents font juste donner un téléphone et sont comme, vas-y,
choisis ce que t'aimes. Mais quand t'es jeune, ce que t'aimes, c'est pas forcément quelque chose qui va être super pertinent, qui va être super éducatif, tu sais. C'est pour ça, entre autres, que j'ai beaucoup de misère à me visualiser en tant que parent, éventuellement. Parce que je sais que je suis un peu excessif. J'aurais tendance à pas avoir de technologie puis juste dire lis, fais de la musique, cultive-toi, joue du classique. Essayer de créer un enfant ultime. Probablement que ton enfant va te détester, mais c'est la meilleure chose à faire, honnêtement. Ouais, mais en même temps, comme ça va peut-être faire de lui un artiste, mais ça veut pas dire qu'il va être bien tout seul. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me considère un peu comme un artiste, puis j'ai comme un côté de moi qui est comme, hey, j'aimerais ça comme que je donne ce moment de frénésie quand tu crées. J'aimerais ça donner ce moment-là. Mm-hmm. Mais en même temps, j'ai pas envie d'amener tous les doutes qui viennent avec. Ouais. Puis qui sont nécessaires pour créer. Mm-hmm. Fait que je suis pas sûr, c'est la meilleure des idées de vouloir faire d'un enfant un petit artiste. Ben, pas forcément, en fait, mais je sais pas. Je suis comme mélangé. Je sais pas, en plus, j'avais une discussion récemment avec Simon Gouache, qui est maintenant nouvellement papa. Mm-hmm. Puis on discutait, c'est drôle, moi, dans la vie, j'ai jamais voulu avoir d'enfant, comme je veux pas d'enfant. Puis on dirait que pour la première fois, pendant un instant, j'en ai voulu un par la passion avec laquelle Simon m'en parlait. Mais il vit tellement d'insécurité là-dessus que comme il aimerait ça partager ça à sa fille. C'est un stand-up pur. Simon, c'est un passionné d'humour, puis de création, puis d'art. Puis comme, hey, j'aimerais ça partager ça à ma fille. J'aimerais ça qu'elle voit ça, mais en même temps, c'est terrifiant. Puis c'est des milieux probablement que, oui, sont incertains. Tu sais pas si tu vas réussir. Puis surtout, quand tu viens de des milieux comme lui, que sa famille, et c'est toutes des familles de médecins, tout ça, c'est encore plus confrontant quand tu commences là-dedans. Mais oui, il y a de quoi de beau. Puis en même temps, surtout que tu vois ce milieu-là, comme nous, dans ce moment, on le voit être sexiste, on le voit être juste toxique de base comme milieu. Fait qu'on est comme, on veut sûrement que notre enfant embarque là-dedans si on en a un jour. Mais en même temps, on sait que c'est beau, on sait que... Ouais. Écoute, je te souhaite d'avoir un enfant artiste, c'est ça que tu veux, mon chum? Ah, t'en veux pas? Ah, ben voilà, la question est réglée. Une fois de temps en temps, je me pose la question. Parce que si je pourrais avoir un enfant, je vais l'adopter. Je vais pas le faire parce que je trouve ça cave de tout le temps vouloir. En fait, il y a Schopenhauer qui disait il y a 2 raisons pourquoi quelqu'un voudrait un enfant. La première, c'est dans le but de faire avancer la société, de faire évoluer des choses. Puis la deuxième raison, qui est souvent la plus fréquente, mais malheureusement vraiment pas celle que tout le monde est capable de s'admettre, c'est l'idée un peu narcissique de vouloir voir son nom traverser les époques, de voir une descendance, d'avoir quelque chose qui se rattache à moi. Ouais, je pense qu'en soi, un enfant, c'est un peu... Je pense que pour beaucoup de gens, inconsciemment, un enfant, c'est plus un projet qu'un humain. C'est plus, tu sais... Puis d'où vient souvent le problème de pas être capable de laisser aller son enfant, tu sais, comme... Exactement. Si c'est un projet, puis qui te tient à cœur, puis que tu as travaillé dessus pendant 20 ans, je comprends que c'est dur de le voir partir en appart, mais c'est pas un projet, c'est un humain. C'est ça, ben tu sais, je sais pas toi, mais je connais peu de gens, en tout cas dans mon entourage, qui ont eu un enfant à un moment où est-ce qu'ils commençaient à se mettre vraiment à fond sur leur carrière. Tu sais, je sais que les gens plus carriéristes, justement, non, parce qu'ils ont déjà un gros projet, puis... OK, ça va sonner drôle, mais je pense que pour avoir un enfant, il faut que t'as tout essayé puis t'es un peu abandonné. Comme t'es plus tant de projets, t'es comme là, c'est là-dessus je focus. Ça va être. Comme tu peux pas avoir plein de projets en parallèle, tu peux pas. Ben, Thomas Levac, il y a plein de projets en parallèle. Il y a 3 c'est podcasts. C'est vrai, t'as raison. Mais il a tout essayé. Mais c'est plus dans le terme illicite qu'il a tout essayé. Ouais. Mais non, en fait. Mais non, t'as raison. Je pense que c'est possible. Puis tu sais, Thomas, il est pas encore atteint son pic de carrière. Pourtant, non, t'as raison. Je pense que ça varie d'une personne à l'autre, tu sais. Mais je pense que c'est plus difficile, cela dit, avoir un enfant quand ça demande tellement d'énergie. Ah ça oui, demande, c'est sûr. Tu sais, je pense qu'au final, ça demande des concessions d'un des deux parents si l'autre veut être carriériste puis avoir des projets. Parce que c'est tellement d'énergie, c'est tellement de choses à penser. C'est un être humain. Surtout, c'est quelque chose que je suis pas capable de concevoir d'avoir un enfant parce que c'est peut-être égocentrique, mais jusqu'à maintenant, dans ma vie, j'ai été habitué à juste focusser sur moi ou à certains moments sur ma copine. Donc, je suis pas habitué de comme, hey, là, il y a un autre être humain à part entière que
c'est à moi de m'en occuper. Puis c'est même une copine, c'est pas pareil. C'est quelqu'un à qui tu partages ta vie, mais c'est pas quelqu'un à qui tu donnes la vie, puis t'apprends, puis tu dois prendre soin, puis tu dois s'assurer qu'il est encore en vie. Comme, il y a quelque chose de spécial là-dedans, là. C'est gros. C'est tellement, je trouve que c'est terrorisant d'avoir un enfant. Oui. Parce que pour peu que tu aies eu 2-3 cours de psycho, tu te rends compte que le 0 à 3 ans, il est super important. Puis moi, mon réflexe, je voudrais avoir un enfant qui est bien mentalement. Fait que je voudrais l'élever dans Watt, mais l'élever dans Watt, c'est pas ça qu'il faut non plus pour qu'il soit bien. Il n'y a pas vraiment de guide sur comment bien faire. Puis je pense que je serais terrorisé de fuck up, puis que mon enfant soit malheureux, puis que je me rende compte que c'est de ma faute. Moi, j'avais essayé, il y a un moment, c'est quelque chose que j'ai pas poussé, puis j'ai pas mené à terme, mais j'ai essayé d'écrire un numéro sur le fait que je pense qu'il faut à un moment de notre vie que nos parents soient nos intimidateurs. Comme pour nous shaker un peu, puis nous pousser à... La vie, c'est confrontant. La vie, c'est difficile. Puis comme... Moi, j'ai été élevé beaucoup dans la voie. J'ai une super belle éducation. J'étais vraiment chanceux. Ma mère m'a tout donné. Elle a lâché sa job pour m'élever. J'étais vraiment bien. Mais ça fait que quand je suis arrivé dans le vrai monde, les autres gens qui m'entouraient n'étaient pas aussi doux avec moi. Puis c'est confrontant. Puis faut que tu te fasses shaker. Faut que ta mère ait la mauvaise décision de te faire une coupe champignon puis que tu te fasses intimider à l'école un peu pour comprendre ça va être quoi la vie, que ça va être dur, que ce sera pas facile. Puis... Je suis comme, ouais, c'est dur à savoir. Je savais pas comment élever mon enfant. Faut-tu que je sois doux? Faut-tu que je sois dur? Il y a comme, faut pas être dur, faut pas être trop doux. C'est comme, faut trouver le juste milieu entre les deux. Mais en même temps, il y a tellement, tu peux pas contrôler les autres gens qu'il va rencontrer. Tu peux pas contrôler tout le reste. C'est ça, la vie. C'est un gros gambling avoir un enfant sur comment il va devenir. Tu te dis, tu peux te faire un plan avec des tableaux, des graphiques pour les prochaines années de comment tu vas élever ton enfant. C'est sûr que c'est pas de même que ça va se passer parce qu'il y a plein d'autres éléments que tu peux pas contrôler. Ouais, puis en plus, vient ensuite l'enjeu, tout l'aspect environnemental dans ce moment. Est-ce qu'on veut vraiment rajouter quelqu'un d'autre qui consomme? C'est pour ça que, tu sais, poursuivre ce que j'avais dit par rapport à adopter, peut-être, si la flamme s'allume de vouloir avoir un enfant. Tu sais, comme je l'ai mentionné, il y a 2 raisons pour lesquelles, selon Schopenhauer, pour lesquelles des personnes voudraient avoir un enfant. Je sens pas que... Je trouve que c'est un peu narcissique de vouloir forcément créer quelque chose qui est à nous, alors qu'on peut juste épauler quelque chose qui existe déjà, puis l'amener à son plein potentiel. Tu sais, il y a plein d'enfants qui... Il y a plein d'enfants qui veulent juste être aimés en ce moment puis avoir une famille. Fait que pourquoi mettre un nouveau dans un monde qui va pas bien? Exact. Ouais, pourquoi est-ce que je rajouterais quelque chose quand je peux juste fixer quelque chose qui aider quelque chose qui potentiellement pourrait jamais voir son potentiel maximum s'il n'y a pas d'aide, tu sais. Là, tu viens de perdre tous les gens anti-avortement qui étaient dans la crowd, par contre. On les salue. Ouais, ben tu sais, en même temps, c'est pas exactement ma crowd, les gens anti-avortement. Je te le souhaite. Mais, ouais. Puis en plus, avec l'environnement, comme je disais, j'ai pas le goût de rajouter quelqu'un de plus qui consomme, mais en même temps, je risque de l'élever en étant minimum semi-végétarien. Ouais. Mais, ouais. Ça, c'est quelque chose qui te stresse, l'environnement, puis comment ça se développe? Non, pas vrai. Ben, oui, comme je suis vraiment conscient, puis je suis comme, hey, tout va mal en ce moment, je vois tout passer, puis comme, tu sais, je suis moi-même des pages sur les réseaux sociaux qui sont environnementalistes, puis j'aime ça voir ça, les manifestations, tout ça. Moi, j'ai le courrier de Greenpeace qui m'envoie des messages occasionnellement. Oh, shit! Nathalie qui me dit « Bonjour, c'est mon Pierre. » Puis là, ça marque pas de Nathalie de Greenpeace, ça marque juste Nathalie, puis je suis comme... C'est qui Nathalie? C'est qui? J'en connais pas. Puis il y a personne de mon âge qui s'appelle Nathalie, fait que je suis comme... Qui est cette personne? Là, je lis, puis c'est tout le temps le même maudit email. Tout va mal dans le monde. Oui, veuillez nous aider. Ben c'est ça, t'es comme... Tu peux faire... Au début, quand j'ai commencé un peu à... Ben, quand j'ai été plus sensibilisé par ça, j'ai eu une petite passe où est-ce que ça me créait plus d'anxiété, puis c'est super anxiogène. Il y a plein de gens qui vont pas bien juste à l'idée que notre planète va pas bien en ce moment, ce qui est 100% normal. Mais j'ai dû arriver à me dire, hey, ben en ce moment, je pourrais prendre beaucoup d'énergie pour conscientiser tous les gens, mais il faut aussi choisir ses combats. Comme là, j'essaie de plus peut-être d'être féministe dans ce que je fais, de plus être engagé au niveau comme tout ce qu'on parle depuis le début sur ces sujets-là. Mais l'environnement, c'est quelque chose surtout qui implique tellement qui implique l'entièreté de la population qu'il faut à un moment donné aussi que pas que tu laisses aller, que tu continues de faire des choses comme recycler puis que tu fasses ta part des choses, mais l'anxiété que ça va te créer est peut-être pas nécessaire dans ta vie. Puis
faut laisser aller certains combats dans ta tête. Peut-être pas dans tes actions, mais dans ta tête que tu sois capable de dire « Hey, ben, je peux-tu dormir à soir tranquille sans avoir peur de demain me réveiller puis que la terre soit en train de brûler? C'est sûr, ça va arriver éventuellement. Tu peux rien faire contre ça. Fait que fais juste faire ta part des choses. Puis si tu as l'énergie d'aller dans des manifestations, de prendre position dans les médias ou dans ton entourage là-dessus, let's go, fais-le. Mais si tu sens que tu l'as pas, priorise-toi, puis c'est correct que ce soit pas ton combat de la vie de tous les jours. Puis tu sais, le réflexe que, admettons, j'ai quand je vois plein de nouvelles sur l'environnement, c'est que, tu sais, la chose qu'il faudrait que je fasse, c'est changer mes habitudes de vie. Mais je les ai déjà changées dans ce but-là. Fait que j'ai juste l'impression que les gens autour de moi font pas assez d'efforts. Puis c'est vraiment pas le fun de voir tout le monde comme des fainéants autour de toi parce que t'es comme Chris, mange du tofu. Mais quelque chose, c'est que j'aimerais pas porter aussi une nuance. Je pense beaucoup, autant que ce soit pour, par exemple, parce que tu parlais de tofu, autant pour les gens véganes que l'environnement aussi. Je pense que quand on a des propos par rapport à ça, surtout aux personnes plus âgées, des fois aux plus vieilles générations, parce qu'elles étaient moins conscientisées que nous par rapport à ça. Fait qu'il faut dire que pour eux autres, c'est super confrontant arriver qu'ils sont en train de manger une saucisse au corps déjeuner puis qu'on soit comme « Hey, pas de saucisse, c'est un animal! » Ben aussi, faut comme essayer de nuancer tout ça. Puis ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, je regarde des gens qui prennent la parole là-dessus sur les réseaux sociaux puis je suis comme « Hey, je comprends, mais en ce moment, tu fais juste... » C'est pas la bonne approche. C'est pas la bonne approche. Ouais. C'est juste super violent. Puis les gens, je pense pas que tu aies besoin de les amener dans la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est juste vraiment pas bon. Ça va juste les faire fuir. Parce que beaucoup de gens ont le réflexe de quand ils s'en mêlent de quelque chose, juste fuir le problème. Fait qu'à la place, il faut prendre les gens par la main. Puis, je sais pas, trouver d'autres façons de les sensibiliser que juste faire « Hey, arrête de manger ça, tu tues des animaux, mange du tofu. » Comme, juste prendre les gens puis faire « Hey, t'as le droit d'encore manger de la viande. » Essaye juste de comme diminuer, puis de jour en jour en prendre de moins en moins. Tu sais, moi-même, je dis ça, comme j'essaie vraiment de faire attention, mais je constate que des fois, je saurais ça, je suis comme, cette poutine-là et la viande, elle a l'air bonne, je vais la prendre, je vais l'essayer. Puis je suis comme, c'est normal d'avoir des cheat days par rapport à ça, puis c'est normal que les gens n'aient pas le goût d'arrêter un jour ou l'autre tout parce qu'ils ont été élevés à consommer certaines choses, mais juste les pousser à graduellement essayer les choses plutôt que faut tout arrêter maintenant. Ouais, puis tu sais, ce qui est spécial aussi, c'est, mettons, j'ai souvenir en 2018, j'ai vu un post de Jessie Nadeau, puis tu sais, à l'époque, j'étais zéro conscientisé par rapport à l'alimentation, ne serait-ce que végétarienne. On salue Jessie, ça fait 2 fois qu'on la mentionne. Salut! Salut! Puis, tu sais, je me suis juste pas, comme, en tant que consommateur de viande à l'époque, elle avait fait un post où elle disait, ces croquettes de faux poulet sont tellement bonnes, c'est tellement mieux que des pattes de bébés poussins morts. Puis tu sais, c'est super dramatique, mais en même temps, je comprends pourquoi elle fait ça, parce que t'as comme le sentiment que là, la deadline arrive bientôt, puis faut faire de quoi. Puis tu sais... Elle a 100% raison dans ce qu'elle dit. Elle a 100% raison. Mais n'empêche, le monde n'aime pas ça, les activistes, mais bizarrement, c'est parce que ça va pas évoluer s'il n'y a pas un activiste. Puis quand t'es activiste, j'ai pas le feeling que c'est tout le temps le fun. Parce que t'as tout le temps l'impression d'être comme le point négatif d'une conversation, de downer tout le monde. Puis t'es comme, hey, moi aussi j'aimerais ça juste être léger et m'en foutre, mais je suis pas capable. Je fais juste, il faut que quelqu'un en parle, puis je vais le faire. Puis je suis obligé, je suis pas obligé, mais j'aimerais ça être capable de m'en foutre puis de juste faire ça va être correct, l'environnement. Bah, je pense tout le monde dit la fin s'en vient bientôt, mais dis tout le temps, c'est pas grave. J'aimerais ça être capable de vraiment faire l'autruche à ce point-là. Je le sais pas, mais il y a comme quelque chose en moi qui sonne une alarme, puis une alarme, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour l'éteindre. Ben c'est ça, puis c'est 100% normal. Puis je pense que c'est ça aussi qui est confrontant dans les autres enjeux, tu sais, comme tout ce qu'on parle depuis le début, que des gens, parfois, on a peur de prendre parole sur des enjeux comme, tantôt, c'est les agressions, tout ça, parce qu'on veut pas être la personne lourde. On veut pas, hey, oui, c'est lourd dans une soirée qu'entre humoristes, on parle de ça, c'est super lourd, mais il faut en parler, il faut faire avancer les choses. C'est normal que ces discussions-là reviennent beaucoup, parce que c'est des sujets qui sont super lourds puis qui tirent vers le bas la société, alors qu'en ce moment, il faut qu'on la pousse vers le haut. Puis c'est le fun, on est dans une période vraiment... c'est un point marquant historiquement ce qui se passe en ce moment. Si on pense à tous les enjeux, tu sais, la pandémie, autant qu'elle a apporté beaucoup de mal à beaucoup de gens, puis moi-même, elle m'a tellement apporté de mal aujourd'hui avec le recul, avec des choses que je vis en ce moment. Mais en même temps, je suis comme,
wow, tout l'avancement qu'il y a eu, que ce soit avec le Black Lives Matter, que ce soit avec la vague de dénonciation, il y a tellement eu de mouvements dans la même année. Les gens ont recommencé à cuisiner. Les gens commencent à cuisiner. S'ils n'ont pas recommencé à cuisiner, ils ont commencé à encourager des restos locaux un peu plus. Oui. C'est le fun. T'sais, si tu te mets à cuisiner plus, tu vas te rendre compte, oh shit, du 7 ans, je sais pas c'est quoi, je l'achète. Turns out, c'est végé. Let's go. Tu sais, c'est juste. Il y a plein d'aspects positifs qui déroulent de la pandémie, malgré tout le lot négatif dont tu mentionnais d'ailleurs. Je pense que la pandémie, ce qui a amené de négatif, c'est pas tant au niveau de la société. Je sais pas je suis pas certain de ce que j'avance, là. J'y vais de même, mais je pense que le négatif vient surtout à un niveau individuel, où est-ce que, en ce moment, je sais pas toi, mais moi, dans mon entourage, personne va fondamentalement bien. Comme tout le monde étant... OK, on retrouve qui on était avant la pandémie. On s'est tous perdus un peu. On retrouve beaucoup de gens qui se remettent en question, beaucoup de ruptures, beaucoup de gens qui cherchent un nouveau travail, beaucoup de gens qui repartent à zéro. Fait que je pense que ça a beaucoup amené des remises en question, ce qui est bien. Il faut des remises en question, puis ça va nous permettre de nous retrouver encore plus. Mais il y a beaucoup de gens qui ont souffert de cette pandémie-là psychologiquement. Je suis d'accord avec toi. Par contre, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'ai pas envie de revenir à qui j'étais avant la pandémie. Ça m'a fait vieillir, ça m'a fait grandir. Ouais. J'ai pas envie de retourner à ça. Puis je trouve que... En fait, c'est plus, on s'ennuie un peu des pantoufles peut-être qu'on avait avant la pandémie. Puis Ouais. c'est de trouver un mélange des deux de qu'est-ce que je réalise que j'aimais pas d'avant la pandémie pour ne pas retrouver ça, mais aller retrouver ce que j'aimais de moi avant la pandémie. Je sais pas si ça a du sens. Ouais, mais tu sais, il y a quand même pas mal de monde, du moins dans mon entourage, admettons, qui ont vécu un peu dans le déni de la pandémie. Tu sais, ils continuent à avoir leurs amis. Ils n'ont pas vécu l'isolement. Ils n'ont pas vécu toutes les remises en question qui ont été nécessaires. Puis je me souviens juste, j'avais une amie avant la pandémie, je l'ai revue l'été, premier été de la pandémie. Ça marchait plus. J'avais l'impression d'avoir gagné 5 ans, puis qu'elle elle en avait perdu 7. J'avais pas l'impression... On dirait qu'on n'avait pas... J'avais l'impression d'avoir mis des efforts sur moi, puis d'avoir développé certaines réflexions après m'être remis en question. Puis qu'elle, non. Ça, tout dépend de comment tu l'as vécu, cette pandémie-là. Tu l'as-tu vécu seul? Puis quand tu étais seul, qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Tu as fait l'introspection? Tu as écouté des podcasts? As-tu juste consommé la culture du vide pendant 2 ans? Est-ce que tu étais en couple pendant ces 2 ans-là en couple? Est-ce que vous êtes poussés vers le haut ou vous êtes juste tous les deux perdus? Puis là, maintenant, en ce moment, tout va mal entre vous deux. Est-ce que vous étiez avec votre famille? Puis comme il y a tellement de choses qui rentrent en jeu qu'il y a des gens qui se sont... Ben, tout le monde s'est perdu, ça c'est sûr. Tout le monde a perdu qui était avant la pandémie. Mais c'est maintenant, est-ce que tu en ressors grandi ou pas? Il y a ça qui change. Puis, est-ce que tu prends ce que tu as vécu pendant la pandémie pour t'outiller et devenir une meilleure version de toi-même, ou en ce moment, tu soit t'appuies-toi sur ton sort ou tu restes dans des vieux patterns? Appuie-toi sur ton sort, ça sonne très péjoratif, mais c'est plus comme... Je pense que c'est juste... C'est pas tout le temps s'apitoyer, je pense que c'est juste vivre du malheur et pas être bien avec soi-même. C'est rien de s'apitoyer, c'est juste pas être bien. Mais, ouais, je pense Penses-tu que c'est positif de se perdre? Je pense... Une fois de temps en temps, se perdre, ça pourrait faire du bien. Tu sais, si tu te perds, tu sais plus trop c'est quoi. Tu te connais moins. Fait que s'il y a des affaires qui te gossent que tu faisais avant, tu peux juste les abandonner. C'est vrai? Tu sais, si j'avais... C'est clair que j'aurais pas entrepris, puis tout le monde n'aurait pas entrepris autant de changements dans leur vie si le monde avait continué de rouler comme en ce moment. Je serais pas là en ce moment. Tu sais, je suis d'accord. J'ai abandonné certaines choses, j'en ai découvert des nouvelles. Tout ça, c'est parce que j'ai été à un moment critique où est-ce que je savais plus trop qu'est-ce que j'étais, je savais plus trop où est-ce que j'allais. Mais à travers ce brouillard-là, il y a eu un éclair de lucidité. Puis cet éclair-là, je m'y rattache. Puis une fois de temps en temps, tu sais, je me remets en question, puis il y a tout le temps un peu de lucidité qui arrive à la fin. Mais je vais apporter une nuance à ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis là, je vais parler par mon expérience à moi, ça a été ça, que j'ai pas réalisé que je m'étais perdu avant de soit parler avec certaines personnes ou... Tu sais, moi, je me suis beaucoup perdu pendant la pandémie par rapport à mon âge. J'avais perdu la passion, les étincelles, je m'étais perdu dans mon couple, je m'étais perdu... j'avais perdu mes amis, j'avais comme perdu de vue beaucoup de choses de qui j'étais. Puis je m'en étais pas rendu compte. Ça a été après une rupture, après être confronté à certains événements, à des décès, puis surtout
en allant voir une psychologue quand je sentais que ça allait pas bien, mais c'est justement, j'ai dû aller voir une psychologue pour me rendre compte que je m'étais perdu, puis après ça, m'outiller. Fait que je pense que si t'es quelqu'un comme toi, tu sens avoir été capable de faire le cheminement par toi-même, which is fucking nice, très bonne affaire, mais il y a beaucoup de gens qui vont pas nécessairement aller voir des psychologues pour s'outiller ou n'importe quel autre spécialiste de la santé mentale qui vont pas aller s'outiller nécessairement puis qui vont pas avancer, qui vont juste se perdre tout court sans aller en chercher du bon derrière tout ça. Ouais, puis je veux juste dire, je suis fucking privilégié, tu sais, ça me coûtait rien de vivre chez nous, j'avais pas à stresser sur le loyer, sur la bouffe, sur tout. J'étais célibataire as fuck, il se passait rien. Tout était optimal pour que je me concentre sur moi. Tu sais, j'avais un peu de peine, fait que tu sais, déjà, la peine, ça faisait en sorte que je me posais des questions, puis la pandémie est arrivée. Fait que là, super peine, le mode peine est activé. Puis ensuite, j'ai juste fait du travail. Tu sais, j'étais dans le meilleur des contextes. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas pu vivre ça. Puis je sais que ma thèse de ça fait du bien de se perdre une fois de temps en temps est quand même un peu privilégiée. Je suis désolé. Mais c'est. Ben en fait, ce qui est. Au-delà de, je pense que qu'est-ce qui est bien de se perdre, c'est plutôt le. Se perdre, ce que ça l'a amené, ça a été plutôt de l'introspection. Fait que ce qui est bien, c'est juste de avoir des moments dans notre vie ou des événements qui nous amènent à faire l'introspection. Ça, c'est bien. Ça, c'est important. C'est que c'est pas tout le monde qui est capable de faire l'introspection par eux-mêmes. Il y a ça qui change tout aussi. Il y a des gens qui ils vont avoir besoin d'aide ou ils vont juste fuir les problèmes, tout ça. Puis c'est là que c'est difficile. Puis je sais pas toi, où est-ce que tu t'es perdu pendant la pandémie? Je sais pas si tu as perdu... Tu sais, comme nous autres, par exemple, les humoristes, on a perdu notre art, on a perdu notre métier, tout ça. Fait que là, en ce moment, on est en train de le retrouver, mais en même temps, on est comme un peu amer parce qu'on se reconnaît plus. Ça, on pourra en parler plus tard si tu veux. Là. Ça a été intéressant, par exemple, ce qui s'est passé avec les Oliviers dans les dernières semaines. On en jasera. Mais en ce moment, là, je parle beaucoup pour les artistes, mais on essaie de retrouver notre passion parce que c'est ça qui nous allume, puis c'est ça qui nous définit beaucoup. Mais c'est dans un milieu dans lequel on se reconnaît plus, puis dans lequel on n'est plus bien. Fait que là, l'introspection devient plutôt sur un niveau personnel de qui j'étais avant la pandémie par rapport à moi-même et non par rapport à mon art. Bref, c'est tellement de choses qui rentrent en jeu pour être bien. La santé mentale, en ce moment, est vraiment... C'est weird d'avoir une belle santé mentale, je pense. Avec tout ce qui s'est passé, on a comme... Tout allait mal back à back. Tu sais, c'est comme, c'est la pandémie, mais c'est pas grave, je vais aller voir mes grands-parents. Ah ben non, ils sont morts. OK, ben c'est pas grave, au moins, on a une société qui va bien. Ah ben non, à ça, il y a une guerre, il y a rien qui va. Vladimir Poutine, il vire sur le top. OK, ben c'est pas grave. En tant que je peux aller parler avec mes amis, mes collègues humoristes. Non, Alexandre, c'est tout des agressions sexuelles. Ah ben cool, il y a rien qui va bien. C'est comme, wow, où est-ce que je mets de la tête pour où est-ce que je vais chercher des safe space? C'est ça qui est important là-dedans. Au final, c'est de trouver des safe space qui vont te permettre de te retrouver, de faire l'introspection. Toi, je sais pas c'est dans quoi que tu es allé le trouver. Je sais pas c'était quoi tes safe space. Hey man, c'est parce que je me suis rendu compte à quel point je me remettais. Je suis pas quelqu'un qui me remet en question naturellement. Faut vraiment que je sois dans un bon contexte pour me remettre en question. Si bien que, tu sais, j'allais au cégep. Moi, mon but, c'était juste d'avoir mon diplôme. Puis je me posais pas plus de questions que ça. J'avais pas de plus grand but. J'avais pas d'aspiration. Tu sais, je faisais de la musique. That's it. J'espérais un jour pouvoir peut-être faire un projet musical. That's it. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, je me suis posé la question. OK, mon programme, bon, un peu de lucidité, mon programme, j'ai ça. Je suis pas capable. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai envie de faire de la musique, mais ça me fait peur. Ma seule qualité, c'est de bien parler. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts, puis à un moment donné, j'ai juste un autre éclair de lucidité, puis je me suis dit, hey, go, le podcast, let's go. Puis le podcast a énormément contribué à ma santé mentale. Puis je sais pas, mais ça me fait du bien de jaser à des inconnus. Puis ça, tu le continues pendant la pandémie? Ouais, j'ai continué pendant la pandémie. Fait que tu sais, même quand c'était très difficile, je me rappelle, comme, il y a des épisodes que j'ai tournés où il y avait un plexiglas devant nous, puis tu sais, c'était pas comme un contact humain, mais c'était pareil un moment que j'ai eu pendant ces 1h30 avec cette personne-là. Tu sais, c'était pareil un plaisir que j'avais, puis j'étais privilégié parce que les gens normaux. Les gens qui faisaient pas de podcast, qui n'avaient pas de projet, qui nécessitaient quelqu'un d'autre, il n'y avait pas forcément de contact, puis ils finissaient probablement par juste se marcher ses pieds avec la personne avec qui ils habitaient. Mais c'est quelque chose que j'ai envie aussi beaucoup de toi, que tu aies eu ce projet-là, puis props à toi d'avoir fait le discours. Je parle de quoi pendant la pandémie, comme
c'est pas quelque chose que j'ai eu le réflexe de faire. Ben, un peu par le web, comme plusieurs humoristes, c'est comme, ah ben là, on peut plus aller sur scène, ben on va faire des lives sur Instagram, OK, on va faire des shows sur Zoom, finalement, c'est aussi le fun que manger une poignée de vide concassée, c'est de l'estime mal. Ouais, parle-moi des shows Zoom. Ouf, t'en as-tu vu? Il me semble, t'étais-tu là un show Zoom que j'avais fait? Il me semble que oui, hein? Ouais. C'était vraiment pas agréable, comme... Pour avoir fait des corpos vraiment pas le fun dans ma vie, je pensais pas que j'allais atteindre quelque chose d'aussi peu agréable, mais il n'y a rien de le fun, tu sais. Le stand-up, c'est un art, c'est un des seuls arts qui passe par la réaction du public concrètement, puis par la connexion que tu te crées avec eux, que ce soit au début en arrivant en faisant un peu de crowd work, ou juste quelque chose qui se passe dans la pièce, un tabouret qui tombe, nanana, tu l'accuses, mais là, tous ces paramètres-là, ils changent du moment que tu es sur un ordinateur, que les gens sont pas concrètement devant toi, mais ils sont loin sur leur divan, tes voix un peu floues, tu les entends pas, certains qui mutent leur micro, fait que t'as pas les rires. Comme tout était pas agréable, fait qu'on était tout un peu sur le mode pilote automatique. On fait des jokes, puis on a hâte d'avoir notre chèque à la fin parce que c'est pas plaisant, puis on souffre, puis j'ai perdu confiance en beaucoup de mes numéros d'humour, j'ai perdu confiance en moi-même à travers ça, parce qu'au final, t'avais pas... ou très peu, tu avais des shows de parc pendant l'été, mais tu n'avais pas des shows pour récupérer cette confiance-là, puis te retrouves dans ta quartier, tu fais « OK, non, je suis bon. » Ça dépendait des gens que j'avais. J'avais ma copine à ce moment-là qui me donnait une petite tape dans le dos, puis qui faisait « Hey, non, c'est bon ce que tu fais, c'est drôle. » Puis j'avais besoin de ça, parce que sinon, tu n'as pas tes repères pour être bien là-dedans. Fait que c'était vraiment pas agréable, les shows sur Zoom. Là. C'est comment pas. Mentalement, show Zoom, pandémie, été, miracle, tout revient. Ouais. Automne, on revient à Zoom. Comment ça se passait de vivre un court laps de temps où est-ce que tout était comme avant, puis ensuite on revient emprisonné derrière nos écrans? Moi, ça m'avait donné la motivation à ce moment-là, c'est au reconfinement que j'avais fait hey, je vais essayer de faire mon propre 30 minutes en ligne, puis il y a des gens qui venaient, puis j'avais mes premières parties. Ça m'a donné cette motivation-là parce que justement, l'été m'a recraqué, m'a refusé l'énergie. Mais c'est après ça, après quelques mois, j'étais comme, ah ben là, ça revient pas. Là, je suis allé faire des choses sur Zoom. Puis là, il n'y a rien qui va. On va se retrouver la normale à m'emmener. Comme les seuls qui ont des beaux trucs, c'est les gens qui sont au top de la pyramide artistique parce que si pour des contrats de télé, on veut des gros noms. Fait que j'étais comme, j'étais confronté à ça ça va plus jamais revenir à la normale ou dans très longtemps, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai perdu la flamme tranquillement pour mon métier comme plusieurs gens. Mm-hmm. Comment tu l'as-tu retrouvé, cette flamme-là? Je suis en train de la retrouver en ce moment. OK. Je l'ai retrouvée dans les dernières semaines. En recommençant à aller voir des shows, en chillant avec des humoristes, en menant avec des bonnes personnes aussi. C'est important. Je vais apporter une théorie que je pense que le bonheur en soi, c'est difficile à trouver. Comme on ne sait pas c'est quoi concrètement le bonheur, mais je pense que pour les humoristes, c'est plus difficile à être heureux parce que le bonheur passe beaucoup par le rire, à mon avis. Puis pour notre job, le rire, ça devient plus quelque chose d'humain, ça devient quelque chose de mathématique. Ça devient, hey, on écrit des jokes, OK, ben faire sonner un mot comme ça, tu sais, ce mot-là parce que c'est plus drôle que lui, ben ça va faire rire les gens. Faire une règle de 3, ça fait rire les gens. Fait que t'es comme, on est un peu blindé, puis si tu vas avoir des soirées d'humour avec des humoristes, on a tous les bras croisés, puis de temps en temps, on est comme, Puis après le show, on se fait « Hey, ça, c'était un petit bon gag », mais on rit pas. On est comme un peu blindé au rire. Fait que c'est là que c'est important de se tenir avec des gens qui te font fondamentalement rire. Puis c'est ça que j'ai eu pendant la pandémie qui m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré un humoriste à qui j'ai fait beaucoup de chilling puis qui me faisait beaucoup rire. Puis c'est à travers lui que j'allais chercher beaucoup d'énergie. Mais en ce moment, je suis là-dedans beaucoup mené avec des gens qui me font rire, des gens que je trouve drôles. Puis juste, comme, je sais pas si déjà allé aux soirées à l'Abreuvoir. Oui, avec Ananas. Exactement. Ouais, eux, c'est honnêtement... On dirait que moi aussi, je suis devenu blindé au rire. Ben, pas blindé au rire, mais je suis blindé à certains types d'humour parce que j'ai tellement... Je pense que j'ai écouté au-dessus de 100 heures de sous-écoute pendant la pandémie. Puis tu sais, ça fait en sorte que j'ai jamais été aussi drôle après ça. Comme mais ton cerveau, il apprend la mécanique à m'emmener à la consommer. Ouais, puis naturellement, j'étais juste plus drôle. Puis là, des fois, je suis comme, hey, je trouve que je suis down quand je parle au monde. Faudrait que je sois plus drôle. Puis là, je revais voir les mêmes épisodes de sous-écoute. Puis, tu sais, je ris vraiment moins maintenant parce que je connais quasiment l'épisode par cœur. Mais tu sais, Anas, c'est comme... Anas puis le Fishnet, c'est comme... Ils ont la clé pour me faire rire tout le temps. Ben c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est des gens qui sont confrontés là-dedans. Justement, c'est une discussion que j'avais avec Anas, que lui-même, je pense que c'est quelqu'un qui a la difficulté à être heureux. Puis c'est pour ça qu'il se tient toujours en gang avec Oussama, avec Charles Brunet, des gens qui ils sont tous...
je pense que d'une certaine façon, ils partagent tout un cerveau créatif semblable, mais c'est des gens qui, entre eux, se font rire et se poussent vraiment vers le haut. Fait que quand ils regardent sur scène, ils sont ensemble en gang, ils se motivent avant de monter sur scène. C'est le fun, cette énergie-là. Fait que souvent, je vais à des soirées à l'Abreuvoir, même pas pour jouer, juste pour aller voir puis chiller avec eux autres, parce que c'est le fun, tu vas chercher de l'énergie à travers ça, tu vois des gens heureux. Quand tu veux, chum, je vais souvent, puis c'est vraiment le fun de voir ça. C'est là l'aspect que c'est important, c'est avec des gens qui te font rire, qui te rendent heureux. Puis c'est grâce à ça en ce moment que je retrouve la flamme de mon métier, parce que pour revenir tantôt à ce que je disais par rapport aux oliviers puis tout ça, on est dans une phase weird où est-ce qu'il y a plusieurs humoristes moins inclus, on se reconnaît pas dans notre milieu. Il y a cette semaine, Jean-François Provençal, un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a accordé une entrevue à Urbania. Où est-ce qu'il je trouve qu'il met vraiment des mots, les bons mots sur ce que je ressens et que plusieurs personnes ressentent, qu'en ce moment, on est comme... C'est pas moi, ce milieu-là. Pourquoi je veux m'impliquer dedans? Comment je veux m'impliquer? Puis là, on est comme, OK, ben je vais faire ça à ma façon. Tu sais, je parlais des oliviers parce que pour reprendre les mots de Stéphanie Vandelac, pour la première fois, on a assisté à la séparation entre l'humour et la télé. Parce qu'aucun humoriste se reconnaissait là-dedans. Le soir des Oliviers, habituellement, toute l'industrie est là, mais là, cette année, à cause de la COVID, c'est seulement les gens qui étaient nominés. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on était, d'autres personnes de l'industrie, au bordel, on écoutait ce live, et les réactions en disaient beaucoup. Comme tout le monde était comme un peu « OK, ça c'est weird ». Ah, les réactions étaient weird autant sur les prix qui étaient remportés que sur les numéros, que sur les présentations. On est comme « Hey, on se reconnaît pas tant là-dedans ». C'est donc bien showbiz, c'est donc bien... Et où l'art là-dedans, l'art pur en tout cas. Enfin, c'est bizarre. Essayer de trouver ta passion à travers un milieu qui te rend amer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis au début, j'avais l'impression d'être tout seul. Puis des gens de mon entourage, des fois, t'es comme, hey, t'es pas mal négatif, plus qu'avant, t'es plus amer qu'avant. Finalement, c'est normal. Je réalise que je suis. Pour eux, parce que t'es l'humoriste. T'es supposé être positif, t'es supposé être ha Mr. Jokey. Mais non, c'est, tu sais, je suis complètement d'accord. Puis c'est alarmant un petit peu de voir ça, tu sais. Oui, puis cette amertume-là vient pas juste du galant ça, mais de tout ça, du fait que comme c'est bizarre par rapport aussi aux agressions qu'on parlait, ce qui se passe dans le milieu. Puis tu sais, tantôt je parlais de liberté d'expression, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup mis off de mon milieu. Je fais attention à ce que je dis, mais des humoristes qui font des blagues sur les réseaux sociaux, des blagues qui bon, moi, me plaît pas nécessairement, mais qui vont être, par exemple, grossophobes ou racistes ou sexistes et qui vont blesser des gens. Et ces gens-là qui sont blessés vont leur faire part de ce sentiment-là dans les commentaires. Et les humoristes, leur premier réflexe n'est pas de s'excuser ou de faire « Ah, je pourrais peut-être changer ça » et de faire « Ah, mais tu comprends pas, c'est de l'humour. Ah, mais je vais t'expliquer ma joke, c'est une règle de 3. Ah, mais j'ai le droit de dire ça. » Puis ça part en panique sur la liberté d'expression. C'est là que c'est comme « Hey, mon milieu, je le trouve bizarre, là. J'ai le goût d'apporter comme... » Tu sais, juste faire de l'humour pour faire de l'humour. Juste faire des jokes pour faire des jokes. C'est correct, c'est drôle, t'as le droit. Moi-même, il y a des gens que je trouve drôles. Tu sais, Simon Leblanc, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement un propos dans ce qu'il fait, mais que je trouve extrêmement drôle. Moi, j'ai envie d'avoir un propos dans ce que je dis, puis je respecte les deux styles, mais les gens qui non seulement n'ont pas de propos, mais qui, en plus, dans ce que je dis, peuvent blesser des gens et vont défendre ça sur le dos de la liberté d'expression, j'ai de la misère. Puis là, c'est à être nuancé parce que, tu sais, comme là, il y a des gens qui vont beaucoup penser au cas de Mike et Jérémy, puis je dis ça, puis je suis super content que ce soit Mike qui ait gagné en Cour suprême. Selon moi, c'est la bonne décision. Fait il y a beaucoup de nuances à avoir. Je sais vraiment toucher la liberté d'expression en soi, mais... Parce que, tu sais, dans le cas de Mike, on sent qu'il y a un second degré. C'est ça. On sent dès le début. Fait que, tu sais... Il y a plein d'autres facteurs. Tu sais, c'était à une certaine époque. Il y a le deuxième degré. Tu comprends la mécanique. Tu comprends de quoi qu'il rit. Mais tu doutes que c'est pas... Ça vient pas de son cœur, ce message-là. C'est pas un message de « je veux qu'il meure ». C'est juste... C'est de la satire. C'est un second degré, tu sais. Puis, le but de ce joke-là, c'est pas de rire d'un enfant malade. C'est juste de mettre un doigt sur la plaie qui est pas résolue. C'est juste ça. Puis... Je me suis beaucoup remis en question par rapport à ça, moi aussi. Ouais. Parce qu'en secondaire 5, mon prof de CR a eu l'idée de nous donner la question extrêmement nuancée à faire Jérémy Gabriel, pour ou contre. Puis, hey, tu demandes à un doute de 16 ans qu'est-ce qu'il en pense. Je
connais rien du milieu de l'humour. J'ai vu le numéro une fois, j'ai ri. That's it. Mais c'est ça le problème aussi, c'est qu'on le voit comme un pour ou contre, ou on le voit soit comme étant un petit enfant handicapé qui fait pitié, qui se fait genre ramasser par un humoriste méchant, ou on le voit comme un enfant handicapé qui profite de la situation pour ramasser de l'argent sur le dos d'un simple humoriste qui fait pitié. Comme, c'est zéro nuancé, ça va plus loin que ça, ce débat-là. C'est par rapport à la liberté d'expression, par rapport au droit de la personne. Il y a comme plein d'affaires qui rentrent en jeu. Comme, est-ce qu'on a le droit de se dire, oui, cette personne-là a été blessée, puis on valide ça, puis c'est correct. Il y a moyen d'avoir plus de discussions que juste c'est pour ou c'est contre. C'est un débat très touché, puis qui, selon moi, est vraiment pas au même niveau que certaines jokes qui se font sur les réseaux sociaux, puis que des gens vont être prêts à se battre, comme c'était le cas de Mike Ward. Mm-hmm. On te demande pas d'aller en cours de comme on dit juste, hey, ta joke, aujourd'hui, on est rendu en 2022, qu'il y a des gens qui se sentent blessés par ça parce que c'est sexiste, parce que c'est raciste. À quel point tu as besoin que cette joke-là soit sur les réseaux sociaux? À quel point ta carrière va changer? À quel point. Des fois, il faut apprendre à laisser aller. Comme, je comprends pas pourquoi. C'est rare qu'un statut Facebook va changer ta vie. Exactement. Je comprends juste pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas ce réflexe-là. Moi, si quelqu'un vient me voir après un show, me dire... Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a 2 semaines, je faisais un show pour l'UQAM, un corpo pour l'UQAM, puis je faisais un numéro sur l'avortement que je fais déjà depuis 2 années, que j'ai jamais eu de problème, qui est comme... Beaucoup de gens qui ont vécu des avortements sont venus me voir après puis me disaient « Hey, c'est cool que t'en parles, j'ai vécu ça de même moi aussi. » Puis là, pour la première fois, quelqu'un qui est venu me voir qui fait « Hey, ces jokes-là, j'ai eu plus de misère, je passais après ça récemment, j'ai trouvé plus rough, fais attention quand tu dis ça. » Puis tout de suite, mon premier réflexe n'a pas été de faire « Ah ben non, c'est correct, il y a du monde qui m'ont dit c'est correct. » Ça a été de faire « Oh, OK, y aurait-tu moyen de faire attention? Je pourrais changer des gags, que ça rende plus soft pour que les gens qui ont vécu ça se sentent peut-être mieux, qui sentent mes jokes, mon humour un peu plus comme un safe place pour eux autres, peu importe. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas ce réflexe-là de se poser les questions. Je suis comme, pourquoi? Pourquoi t'es un artiste, t'es censé faire du bien aux gens, pas les rendre mal? Je sais pas. Tu sais, non, on va un peu plus dans une autre direction, mais j'entends souvent du monde dire « Ah, moi, je vais aller voir un show d'humour, je mets mon cerveau à off. » Mais je trouve ça un peu bizarre. Ouais. C'est de l'art. Comme, faut que tu sois allumé. Mm-hmm. Va pas voir un show si t'es un peu fatigué. J'étais allé voir le dernier show d'Adib, puis, tu sais, j'avais une grosse journée, puis j'avais des bouts où ma concentration allait partout, puis dans ma tête, c'était comme, non! Écoute ce qu'Adib dit. C'est ça qui est tellement le fun de sage. Oui. C'est un grand sage, écoute-le. Mais en même temps, je suis sûr que je suis pas le seul qui était pas tout concentré tout le long. Mm-hmm. Mais, come on! C'est une œuvre. J'ai conscience que dans le cas d'Adib, c'est 1 heure, mais 1 heure, c'est pas si pire que ça. Mais non. C'est une œuvre d'un artiste que tu as payé pour aller le voir, que tu apprécies probablement. Comme. Puis même si la personne n'a pas nécessairement des propos comme Adib, on parle d'Adib, mais Adib aussi, c'est quelqu'un qui, dans son art, va apporter plein de degrés, plein de subtilités. Il va vouloir avoir des propos. Puis comme, je suis d'accord qu'aller voir Adib, par exemple, ça demandait, si tu veux vraiment tout saisir de l'ensemble de son art, puis avoir l'impression que ton argent est bien rentabilisé de ton billet, faut que tu sois concentré le plus possible, ça va te demander beaucoup de concentration. Puis je suis d'accord qu'il y a peut-être des humoristes, d'autres qui demandent moins de concentration, peut-être, je sais pas. Comme, je sais pas si ça demande moins de concentration écouter quelqu'un qui fait de l'anecdote, mais en même temps, je suis comme, si tu veux l'écouter du début à la fin puis rien manquer, faut que tu sois avec, qu'il t'emmène à quelque part. Mais non, tu peux pas mettre ton cerveau à off quand tu vas voir ça. Tu vas pas voir un show de musique en faisant « Hey, je me laisse juste porter, je ferme mes yeux, je me campe sur mon banc, puis c'est comme j'étais dans la voiture. » C'est pas ça. Mm-hmm. Tu fais pas ça pour l'art habituellement. Je suis complètement d'accord. T'as aimé le choix Adib, c'est bon? J'ai adoré ça. Ouais. J'ai trippé. À part des bouts où ma concentration partait, mais j'ai trippé. Toi, tu l'as-tu vu? J'ai pas vu. C'est son nouveau qui s'appelle. C'est-tu Québécois Tabarnak? Ouais. J'ai pas vu encore, je vais aller le voir. Très, très, très agréable à voir. Mais j'avais le goût d'aller le voir une 2e fois. Ouais. Juste pour comprendre toutes les subtilités. Je trouve ça tellement le fun, justement, comme type d'humour, de t'es comme, oh, OK, c'est dit tellement de choses que je peux pas sortir de là, puis tout m'appeler ou tout dire. Je peux pas résumer le show à ma famille. Il y a tellement de choses qui se sont dites, il y a tellement d'affaires que j'ai pas captées. Puis c'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui fait que, selon moi, l'humour est bon, que tu retournes le voir, puis tu ris encore autant fort à des places que tu n'avais pas nécessairement ri, ou peu importe. Puis à dire, ce que je trouve magique, c'est que souvent, l'humour, c'est le propos. Adib, l'humour sert le propos. Puis
c'est tellement utile. C'est tellement utile que ça amène l'esprit ailleurs, ça amène le public ailleurs, ça fait du bien. Oui. Honnêtement, je suis comme... Je trouve que c'est la première fois que je voyais un artiste aussi libre. Mais c'est très Devant difficile moi. de faire ça, puis c'est quelque chose à quoi j'aspire beaucoup à être, puis je pense qu'en ce moment, deux artistes auxquels je look up beaucoup sont justement Adib et Anas, dont on parlait tout à l'heure, que Anas, des fois, il commence son numéro, puis t'es comme, oh, où est-ce qu'il s'en va? Il s'en va-tu vraiment là? Puis t'es un peu stressé, puis t'es comme, oh non, il est vraiment en contrôle. Puis il nous emmène à quelque part que c'est ni moralisateur, ni vide ce qu'il dit. Tu comprends ce que je veux dire? Comme c'est dur d'avoir cet aspect-là d'un propos dans ce que tu dis, mais les gens qui l'écoutent n'ont pas l'impression que tu es en train de leur faire la morale ou qu'ils sortent de là super éduqués, mais c'est pas non plus super vide. Fait que c'est tough d'être capable de faire un bon mélange des deux. Je trouve ça vraiment respectable les gens qui arrivent à le faire. Puis le meilleur gag que j'ai entendu d'Anas, c'est la preuve que l'homosexualité, c'est pas un choix. Il y a des Arabes gays. Puis tu sais, là, le propos, c'est fuck you, le monde qui dit que c'est un choix. Juste arrête d'être gay. C'est pas un choix. Tu sais, il y a du monde que c'est contre leur religion. Ouais. Puis ils sont pareils. Fait que tu sais, Ouais. je sais pas. Je trouve que il y a du génie là-dedans. Je trouve que ça fait du bien. Absolument. Ben, on salue Adib et Anas. On les salue. Deux Peut-être qu'ils vont génies écouter. créatifs. Ben, peut-être. Sinon, pour détendre l'atmosphère, c'est quoi ton pire corpo? Mon pire corpo. Et là là. Mon pire corpo. Parce que là, j'ai peur que les auditeurs aient juste envie de commettre des crimes. Ouais, c'est comme là, depuis le début, tout va mal, la société va pas bien, le milieu non plus. Mais pire corpo. Mais quand même un peu d'espoir dans ce qu'on dit. Oui, absolument. Puis on dit tout ça avec espoir, puis avec l'envie que ça change, et non pas juste dans le « Ah, si ça va pas bien, on va se tuer ». Non, c'est pas ça qu'on veut. Comme, pour vrai, on est allé La vie, d'entendre c'est cette quand même phrase-là, cool. mais la vie, c'est cool, puis ça va bien aller. On est allé d'entendre ça, mais ça va bien aller. Puis on est dans un air de changement, un air de plein de trucs super nice qui se passent en ce moment, et d'autres moins nice, mais c'est pas grave. Et oui, mon pire corpo, ben déjà, jouer sur une caisse de lait, pas agréable. Pas agréable quand tu te fais dire « Ah, tu vas voir, ça a des bonnes conditions, il va avoir... J'ai écouté sous-écoute, je sais ce qu'il vous faut, je sais qu'il vous faut une scène, mais pour être un peu plus haut, tu vas voir ça, tu arrives là, puis la scène, c'est une caisse de lait. » Ça, là, ou manger une poignée de sable, là, deux beaux projets à court terme, fais pas ça. Sinon, quel autre... Mais je m'excuse, mais la caisse de lait, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel établissement une caisse de lait sert de scène? En plus, c'était un micro, genre, plugué sur... Un genre de micro karaoké que ça sonnait comme canne de thon. Il n'y avait rien d'agréable. C'était bizarre. Sinon, attends, j'ai fait beaucoup de corpos. Y a-t-il quelque chose que tu penses? Parce qu'elle m'a accompagné dans certains, puis... Et tout. Celui du mini-pot qui avait les... Oui! Oui! Ben merci! Je sais pas pourquoi j'ai pensé. En plus, c'est un de mes récents corpos que j'ai fait cet hiver. C'était un pommier, en fait, un verger, pardon, qui organisait ça pour ses employés. C'est super... C'était dans quelle ville déjà? C'était dans... C'était à Rougemont. À Rougemont, on dirait mon agente. C'était à Rougemont. J'arrive là, il fait super noir. C'est genre dans une salle communautaire que je trouve pas. Je passe devant, il n'y a aucun éclairage. Je rentre. Et déjà là, je sens que ce sera pas festif parce que plus de la moitié des employés ne parlent pas français. La moitié parle espagnol, certains parlent anglais. Déjà là, il n'y a rien qui va. Je me dis, all right, c'est correct, on va passer à travers, j'ai un 15 minutes, c'est super bien payé, je peux payer mon loyer avec ce show-là. On le fait, let's go. Là, j'arrive, la loge n'est pas une loge, c'est un mini-pot intérieur d'horreur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Il y a un Jason géant, un Freddy Krueger géant. Il y a des affaires. Tu arrives là, c'est terrifiant. Tu te sens pas bien dans la loge. C'est vraiment bizarre. Là, j'arrive sur scène, je commence à faire... au début, il y a la personne qui fait une animation qui rentre très médiocre parce que les conditions sont pas très bonnes. Le spot, t'as pas d'éclairage. Ils ont genre pas une genre d'ampoule puis des téléphones qui utilisent la lumière sur toi. Il y a genre un speaker pour l'ensemble de la salle. Vraiment pas des bonnes conditions de base. L'animation se passe semi. Je suis le premier ou le deuxième humoriste, je suis plus certain, à monter sur scène. J'ai 15 minutes à faire, ça va pas, c'est long, j'ai pas de plaisir. Il y a une table en avant qui m'écoute, j'arrive à bander un petit peu avec eux autres, mais c'est pas le fun. Après 6 minutes, panne de courant, puis d'électricité, tout va mal. Comme, tu sais, des conditions pour pas que ça aille bien et que tu passes un bon moment.
Finalement, il voulait qu'on reprenne ça, mais il était rendu super tard. Le monde était rendu super sous après la panne de courant. Moi, j'ai fait une partie, c'est correct. D'autres humoristes ont fait des 5 au lieu T'es des parti 15. dans le noir. Oui. Il y a rien. Comme... Tout était bizarre. Mais en même temps, ça crée des souvenirs. C'est le fun. Surtout quand t'es avec des gens pour le vivre. C'est pour ça qu'il y a des corpos, c'est le fun quand t'es booké à plusieurs. Mais quand tu vas faire un corpo tout seul, puis que t'es allé genre jouer au Saguenay, puis que ça n'a pas bien été, puis après ça, la ride de char, t'as fait tout seul. Puis c'est une ride de char qui est pas le fun. Il n'y a pas aucun son il n'y a pas de radio qui joue, t'as juste les fenêtres baissées, tu continues comme c'est ça pendant 6 heures de temps, c'est pas le fun, c'est pas agréable. Fait que les corpos, pas fructifiants souvent. Non. Ben, Je te souhaite d'aller en voir un jour et de te sentir mal pour les humoristes. Si vous avez une entreprise, là, demandez aux humoristes qu'est-ce qu'il faut pour un bon show. Faites-leur confiance. mais est-ce que tu penses que les entreprises devraient arrêter d'engager des humoristes? Parce que Non, c'est parce que c'est très payant, premièrement. Puis oui, on veut cet non, mais argent-là. ce que je veux dire, c'est est-ce que... Ouais, non. C'est parce que je me demande, est-ce que c'est vraiment adapté pour des humoristes, un party de... Je sais même pas si c'est nécessaire d'avoir un humoriste pour célébrer ton équipe. Tu sais, juste faire un gros party, c'est le fun aussi. Ben, en même temps, je comprends que les gens sont portés vers les humoristes parce qu'ils savent que c'est des gens qui sont bons en improvisation, qui sont drôles. Tu sais que tu vas en avoir pour ton argent au lieu de peut-être juste prendre une simple personne qui fait des animations de mariage, mais que c'est un métier super difficile pour en avoir déjà fait des animations de mariage. Ça peut être l'horreur parfois, mais l'humoriste est comme en plus, en le payant, je vais pas chercher en animation, je vais avoir un show d'humour concrètement, il va venir faire un spectacle, puis il va nous faire rire. Mais ce que les organisateurs réalisent pas, c'est que des fois, ton équipe ou ton staff a pas le goût de rire. Il est rendu 8 heures le soir, ils viennent de manger un buffet, ils sont fatigués, ils ont juste le goût de brosser puis d'aller danser sur le dance floor, pas de t'écouter. Fait que c'est relatif. Je dis ça, mais il y a des fois des corpos qui étaient vraiment le fun. Des gens qui ont fait on va louer une salle de spectacle carrément, qu'on va aller manger, puis après ça, on va aller dans la salle de spectacle, écouter un show, puis ça fait des super shows vraiment le fun qu'on est content de faire. Mais. Fait que oui et non, là. Ok, je comprends. Bon, on va changer de sujet. Studio chez Denise. Studio chez Denise, Comment let's c'est go. né? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Denise? Le nom, ça vient, ça s'est trouvé genre une semaine avant le lancement de l'entreprise. C'est juste, à un moment donné, on brainstormait sur des noms bizarres, puis on trouvait ça drôle qu'il y ait un nom comme Denise. On connaît pas de Denise. Il n'y a aucune Denise dans notre entourage. C'est sorti comme ça. On trouvait que ça sonnait bien. Ça sonnait à la fois un peu chic et en même temps qu'on se croûte de région. On aimait le contraste des deux. Puis ça vient... en fait, ça fait longtemps que je voulais avoir mon propre podcast. C'est une idée que j'ai depuis 2 ou 3 ans. Puis les studios de Montréal, tu as pu le voir par toi-même, ça coûte très cher. C'est pour ça que je suis ici. Content que tu sois là, ça coûte très cher les studios de podcast à Montréal. Puis je regardais, puis j'étais comme, hey, à long terme, tant qu'à faire, je pourrais m'équiper pour faire d'autres projets. Puis aussi, j'avais beaucoup d'amis humoristes qui faisaient partie des podcasts. J'étais comme, je vais en faire bénéficier mes amis, je vais pouvoir leur offrir un endroit pour faire ça. Fait que ça a été, pendant toute la pandémie, ça a été plus d'1 an à apprendre par moi. J'avais une petite formation. Avant d'être humoriste, j'étais animateur radio, puis j'ai eu des cours là-dedans. Fait que j'avais un petit peu vers quoi me diriger. Et ça a été 1 an de faire des recherches de c'est quoi l'équipement, puis monter ça tranquillement. Au début, c'était une des flous, puis avec le temps, ça s'est construit, puis aujourd'hui, ça fonctionne. Je suis très content de ça. Mais c'est un projet qui s'est fait à très long terme. Mm-hmm. Je m'en souviens, en plus, on s'était déjà parlé à travers des petits lives Instagram, puis tu m'avais parlé d'éventuellement faire... un podcast chez vous. Oui. Puis, un studio de podcast chez vous. Puis, maintenant, on est ici. Ça a eu lieu, je suis très content. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'argent. À ce moment-là, j'ai fait... j'ai ma copine à qui je m'entends très bien, qui était ma copine. Je peux l'embarquer là-dedans, ça va être le fun. J'ai besoin d'argent. Fait qu'au lieu d'embarquer n'importe qui, je vais embarquer quelqu'un avec qui je travaille bien, que ça monte bien, je sais qu'elle va bien faire ça. Fait que les deux, on a parti ça. Puis aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Puis je suis très content du résultat. Je suis content que des gens comme toi viennent ici produire leur podcast. J'aime ce que tu fais. Il y a d'autres gens qui apprécient aussi beaucoup ce qu'ils font, qui veulent venir. Fait que c'est un beau petit projet que je suis content que ça vient de commencer, ça évolue en même temps que les podcasts vont évoluer de certaines personnes, comme on continue d'investir là-dessus, puis c'est un projet qui éventuellement, j'ai beaucoup d'ambition pour. Ah oui? Oui, j'aimerais ça éventuellement peut-être avoir un studio carrément dans un local, local commercial, c'est ça le thème, oui. Puis c'est aussi amener d'autres petits trucs, d'autres projets comme avoir une autre caméra, avoir plus de trucs, être plus optimal pour recevoir. Là, on peut recevoir 3 personnes, mais je veux bientôt recevoir 4 personnes. Puis c'est plusieurs petits trucs comme ça que je veux voir jusqu'à où que je peux pousser ça.
Parce que j'aime ça, je suis un gars aussi de techno à la base qui aime ça se procurer du matériel puis qui dépense pour des choses vraiment pas utiles dans la vie. Elle peut confirmer. Mais oui, fait que beaucoup d'ambition pour ce petit projet-là. Ben, super. Merci, Alex, pour la discussion. Honnêtement, c'était super le fun. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Ben, ça fait plaisir. Cheers. Cheers. Abonnez-vous à son Patreon. Suivez ce qu'il fait. Désolé aux gens qui écoutent en vidéo et qui doivent assister à ma décomposition corporelle par les coups de soleil. Mais ça fait un plaisir de vous voir, de vous rencontrer, vous jaser. Puis faites attention à vous. Tuez-vous pas. Message de fin de podcast. Tuez-vous pas. La vie va bien. Tout va bien aller. Yes, sir. Yes, sir.